Est-ce que les constructeurs français savent encore fabriquer des voitures intéressantes ? Est-ce que le savoir-faire français existe encore en matière d'automobile ? Si je pose cette question, c'est parce qu'en me baladant sur les forums automobiles anglophones, j'ai vu un tas de mythes choquants sur les constructeurs tricolores. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir 5 des plus grands mythes autour des constructeurs français. Pour chaque mythe, vous saurez d'où il vient et s'il est vrai ou faux. Bienvenue sur le Garage Français. Si vous aimez les documentaires sur les voitures françaises, abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'est parti! Commençons avec le moins choquant des mythes sur les constructeurs français. Mythe numéro 5. Les voitures françaises rouillent plus que les autres. Voiture française égale rouille ? À en croire les forums US, oui. Et je suis certain que si vous avez grandi dans les années 70 ou 80, vous avez forcément entendu cette phrase. Les françaises, ça rouille. Et honnêtement, ce n'était pas complètement faux à l'époque. Plusieurs voitures ont fait les choux gras de la presse pour leur mauvaise carrosserie. La plus célèbre, la Renault Dauphine. Dans les régions humides, elle rouillait comme pas possible. Dans les régions neigeuses, on aurait cru que les ingénieurs de Renault ne savaient pas qu'on arrose les routes avec du sel en hiver. Même dans les déserts, elle arrivait à laisser entrer la poussière dans l'habitacle. Ça aurait pu être anecdotique. Et Renault n'avait pas décidé d'en faire son fer de lance dans le plus gros marché auto du monde, les États-Unis. Pour comprendre, retour dans les années 60 et 70. Volkswagen vend des coccinelles par paquet au pays de l'oncle Sam, et Renault décide aussi de tenter le rêve américain. Mais pas question de développer une voiture spécialement pour le marché américain. À la place, Renault prend un modèle qui marchait très bien sur les routes étroites de France, la R9, et l'adapte. C'est ainsi que naît la Renault Alliance, qui est assemblée directement aux US. D'autres vont suivre, notamment la Dauphine USA, la Renault 8 et le Car, qui est largement basé sur la R5. Sauf que contrairement à la France, les Américains versent des quantités absurdes de sel sur leurs routes. Et les voitures étaient souvent faites, disons poliment, à la va-vite, elles encaissent mal. Le réseau Renault US n'aide pas non plus, les pièces sont rares, les délais de réparation interminables, et les mécaniciens locaux ne maîtrisent pas la mécanique française. Résultat, les voitures Renault sont mal vues par les consommateurs américains, qui jettent tous les autres constructeurs dans le même sac. Alors, est-ce que ce mythe est vrai ? Non, plus en 2025. Les normes de galvanisation, les traitements anti-corrosion, les peintures modernes ont évolué. Une Peugeot 308 ou une Renault Mégane moderne ne rouille pas plus qu'une Volkswagen Golf ou une Ford Focus. Des décennies se sont écoulées depuis et la qualité n'a plus rien de comparable. Mais difficile de changer les idées reçues. Verdict, mythe faux. Mythe numéro 4. Les innovations françaises sont trop complexes ou vouées à l'échec. Passons au mythe numéro 4. Les innovations françaises seraient trop compliquées, trop fragiles ou carrément inutiles. Alors oui, parfois nos constructeurs ont sorti des innovations, entre guillemets, tout simplement incompréhensibles. L'exemple le plus parlant, la Renault Avantime, qui voulait marier le monospace et le coupé. La suspension hydropneumatique de Citroën aussi a fait couler beaucoup d'encre. Royalement confortable, royalement cher et compliqué à entretenir. La technologie du moteur rotatif du GS Birotor est un autre anti-succès français. Il a échoué au point où Citroën a racheté toutes les voitures pour ne pas avoir à assurer le service après-vente. Mais attention, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, la suspension hydropneumatique de la DS était un cauchemar en l'entretien, mais elle a redéfini les critères du confort. DS a été le premier à produire les fameuses optiques 3D qui ont ensuite été recopiées par tous les autres constructeurs, y compris Audi. Citroën, encore lui, a popularisé une technologie que vous utilisez tous les jours, la traction avant, via sa Citroën traction avant. Aujourd'hui, la plupart des voitures sont les tractions avant. Laissons de côté les chevrons. Panhard, un autre constructeur français, a été l'un des premiers à utiliser l'aluminium pour les carrosseries via sa Dyna-Z dans les années 40. La 2 chevaux et la Renault 4 ont inventé le concept de voiture populaire low-cost accessible à tous. Renault a popularisé le monospace moderne avec l'espace en 1984. Un format qui a eu son heure de gloire dans les années 2000. Et plus récemment, la Citroën DS3 de 2014 a lancé les optiques directionnelles dites 3D qui ont ensuite été reprises par plusieurs constructeurs premium comme BMW et Audi. Alors oui, certaines innovations françaises étaient ambitieuses, parfois trop. Mais elles ont ouvert la voie à des avancées majeures dans l'industrie automobile mondiale. Verdict, mythe faux. Mythe numéro 3, les Français ne savent pas faire de voitures de sport.
Troisième mythe, les constructeurs français ne savent pas faire de voitures de sport. Ah bon ? Alors expliquez-moi comment Alpine a pu remporter le rallye de Monte-Carlo à plusieurs reprises. Expliquez-moi comment Peugeot a dominé Le Mans pendant des années avec sa 908 HDI FAP. Expliquez-moi comment Citroën a écrasé le WRC avec sa Xara WRC dans les années 2000. La France a toujours su faire des voitures de sport. Alpine, évidemment. La 110 moderne, sortie en 2017, a été saluée par la presse internationale comme l'une des meilleures sportives du moment. Légère, vive, précise. Et son ancêtre, l'Alpine A310, reste une légende des rallyes. Bugatti, certes aujourd'hui propriété de Volkswagen, mais Bugatti reste une marque française. Et la Chiron développe 1500 chevaux. Peugeot avec sa 308 GTI, ses 205 GTI et 206 RC qui ont marqué toute une génération. Renault avec ses Mégane RS, ses Clio Williams et surtout la mythique R5 Turbo qui terrorisait les rallyes des années 80. Alors oui, la France ne produit pas de Ferrari ou de Porsche, mais elle a toujours su créer de petites sportives accessibles, efficaces et terriblement jouissives à conduire. Verdict, mythe complètement faux. Avant de passer au numéro 2, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes déjà 9000 sur la chaîne, mais il nous manque quelqu'un d'important. Toi. Abonne-toi pour ne rater aucun de nos documentaires sur les automobiles françaises. Mythe numéro 2. Les moteurs français sont peu puissants et fragiles. Deuxième mythe, les moteurs français seraient peu puissants et peu fiables. Soyons honnêtes. Les grosses cylindrées sont rares en France. Stellantis, Renault et leurs différentes marques nous ont habitués à des moteurs downsizés. 1 litre, 1 litre 2, 1 litre 6, mais rarement plus. Alors qu'outre-Rhin, les Allemands produisent des V6, des V8, des V12 par paquet. Pourquoi ? Parce que nos constructeurs sont généralistes et visent le milieu de gamme. Ils produisent des voitures pour le plus grand nombre, pas pour une clientèle ultra premium. De plus, l'environnement français n'incite pas les consommateurs à acheter des moteurs puissants. Mais est-ce qu'ils sont fragiles ? Non. Le 1,5 litre DCI de Renault, par exemple, a équipé 57 modèles différents pendant plus de 20 ans, de la Clio à la Mercedes classe A. Fiable, sobre, robuste. Le 1,6 litre HDI de PSA, présent dans près de 100 modèles chez Peugeot, Citroën, Ford, Volvo, Mazda, Toyota. Un moteur quasi éternel, avec un bon entretien. Et puis, parlons performance. Dans les années 80, la Renault 25 V6 Turbo affichait déjà plus de 200 chevaux. Les Citroën XM V6, les Peugeot 605 SV24, toutes dépassaient les 200 chevaux. Aujourd'hui, avec l'électrification, la donne change encore. La Peugeot 508 PSE développe 360 chevaux. C'est la plus puissante voiture jamais produite par la marque Lyon. La DS9 aussi. Comment ? Grâce à un modeste 1,6 litre thermique associé à 2 moteurs électriques. Plus besoin de lourds V8 pour atteindre ces puissances. Et en compétition, la France a brillé en Formule 1 avec Renault, en rallye avec Peugeot et Citroën, en endurance avec Peugeot. Nos moteurs ne sont peut-être pas les plus gros, mais ils sont loin d'être les plus fiables. Verdict, mythe complètement faux. Mythe numéro 1. Les voitures françaises ne font pas de haut de gamme. Et on arrive au mythe numéro 1. La France ne sait pas faire du haut de gamme automobile. Est-ce que c'est vrai ? J'aimerais dire non, mais la réponse est plus nuancée. La France est un pays de paradoxes. Elle a beau être le pays du luxe avec des noms réputés tels que LVMH, Chanel, Cartier, Dior et j'en passe, mais elle produit peu de voitures de luxe. Pourtant, quand on regarde du côté des voitures de luxe et des modèles premium, le tableau fait peine à voir. Selon NGC Data, entre janvier et octobre 2024, 5803 immatriculations de voitures de plus de 100 000 € ont été enregistrées en France. En tête des ventes avec 64%, Porsche porté par ses Cayenne, Cayenne Coupé, 911 et Taycan. En deuxième position, Audi et ses 1131 immatriculations, dont 568 Q8 électriques et 528 Q8 thermiques. Le trio de tête est fermé par Mercedes, 300 immatriculations dont 2 tiers de classe S. Ferrari suit avec 246 ventes, Lamborghini 95, une majorité d'Huracan. Et Rolls-Royce, Bentley et McLaren ferment la danse avec respectivement 5, 27 et 23 immatriculations. Les constructeurs premium français Alpine, DS et Bugatti représentent moins de 1% des ventes. Ce qui est paradoxal, car avant les événements de 14-18, la France régnait en maître sur les voitures de luxe. Bugatti, Delage, Delahaye, Hispano-Suiza, Hotchkiss, Delaunay, Belleville étaient des références. Si vous voulez en savoir plus, on a fait une vidéo complète sur ces marques disparues. Je vous la mets en description.
Pour comprendre comment la France est passée de maîtresse dans l'univers des voitures ultra premium à quasi inexistante, il faut revenir en 1945. La France est détruite et doit se réindustrialiser rapidement. L'État décide de prendre les choses en main via le plan Ponce. En gros, l'État attribue les ressources et dit à chacun ce qu'il doit produire. Tout ce qui n'est pas rentable ni facilement vendable est jeté à la poubelle. Et les constructeurs sont forcés de fusionner entre eux. La priorité, ce sont les voitures populaires et de gamme moyenne parfaites pour motoriser des Français appauvris. Cette politique de gestion de l'économie met l'accent sur les voitures populaires et de moyenne gamme. Elle sauve Renault et Peugeot d'une faillite quasi inévitable, mais enterre définitivement les constructeurs de luxe nationaux. Les marques premium ferment les unes après les autres. Lorraine en 1935, Chenard et Valker en 1936, Unique et Voisin en 1938, Delaunay-Belleville en 1950, Hotchkiss en 1954, Talbot en 1960, Hispano-Suiza en 1938, Delage en 1953, Delahaye en 1954, Bugatti en 1956. Mais le haut de gamme français n'est pas mort pour autant. Citroën est le seul constructeur qui a l'honneur d'être autorisé à développer des voitures premium. Résultat, en 1955, Citroën sort la DS. Le Citroën DS de 1955 était une révolution technologique et esthétique. Aujourd'hui, 3 constructeurs français perpétuent le haut de gamme. Renault Alpine, avec son A110 moderne, qui rivalise avec Porsche. DS Automobile, la marque premium de Stellantis, avec ses DS7, DS9 et bientôt des modèles électriques haut de gamme. Et Volkswagen Bugatti, avec ses hypercars Chiron et Veyron à plus de 1000 chevaux. Alors pourquoi cette impression que le haut de gamme français est mort et enterré ? 3 raisons. Première raison, la répartition des richesses en France. Hormis la Haute-Savoie, dont les revenus sont tirés par le haut à cause de la frontière avec la Suisse, Paris et sa couronne concentrent l'essentiel des richesses. C'est particulièrement visible sur cette carte de l'INSEE. Sauf que les franciliens ont l'un des taux de motorisation les plus bas de France, à peine 31% à Paris et 60% en moyenne dans sa couronne. Si les franciliens, alias les citoyens les plus riches de France, n'achètent pas de voiture, c'est pour tout un tas de raisons. Rouler en Ile-de-France avec un bolide luxueux et puissant vous transforme en l'ennemi numéro 1. Les taxes sont absurdes. Les sanctions environnementales type ZFE et malus écologique vous poursuivent. Les parkings sont rares et payants. Et dans tout ça, vous devez rouler à 2 à l'heure. Même sur l'autoroute, ne rêvez pas de lâcher à fond votre bolide de 300 chevaux. Vous êtes limité à maxi 130 km/h. Et encore, c'est quand il fait beau. On est loin de l'autobahn. Couplez ça à une mentalité française où l'argent est tabou, et vous obtenez le combo parfait pour un marché de luxe faiblard. Deuxième raison, la fiscalité d'entreprise. En France, les voitures de fonction sont lourdement taxées. TVA non récupérable. Taxe sur les véhicules de société, avantage en nature imposable. A l'inverse, en Allemagne, la voiture de fonction est un avantage très prisé, peu taxé et fiscalement avantageux. Troisième raison, la philosophie des constructeurs français hérités du plan Ponce dont j'ai parlé plus haut, et tous les points sont listés. Ils préfèrent créer des voitures compactes, accessibles avec un volume de vente élevé pour être certains que les investissements en recherche seront rentables. Avec le passage à l'électrique, investir massivement dans la R&D pour des voitures haut de gamme thermiques n'a plus beaucoup de sens. Alors, le haut de gamme français a-t-il disparu ? Non, mais il est à bout de souffle. Verdict, mythe partiellement vrai. Le haut de gamme français existe encore, mais il est rare, discret et souvent méconnu. Alors, que retenir de cette vidéo ? Les constructeurs automobiles innovent et tentent des choses, qui parfois ne passent pas du tout. Mais ils souffrent surtout d'un gros problème d'image de marque et d'un marché intérieur qui montre ses limites, sans compter les taxes et autres mesures qui découragent les automobilistes. À terme, si rien n'est fait, certains petits constructeurs pourraient bien déposer le bilan. Sceptique, c'est pourtant ce qui est arrivé à plusieurs constructeurs. J'en parle en détail dans ce documentaire. Foncez le regarder pour découvrir les fabricants de voitures qui ont mis la clé sous la porte. Allez, abonnez-vous et on se dit à la prochaine dans le Garage Français.